Pendant des années, elle aurait été violée par son père, sans rien dire, jusqu'au jour fatal. Le 28 août 1933, Violette Nozière, 18 ans, est arrêtée à Paris par la police. Elle est accusée d'avoir empoisonné ses parents avec des somnifères dans la nuit du 21 août 1933. Sa mère a pu être réanimée, mais son père, Jean-Baptiste Nozière, est mort. Voici l'histoire de Violette Nozière, un monstre en jupon pour les uns, une égérie rebelle pour les autres. Ça m'intéresse Histoire vous embarque dans la psyché détraquée des pires femmes criminelles de l'histoire. L'affaire Violette Nozière est un scandale sans précédent. Pendant le procès, qui s'ouvre le 10 octobre 1934, sa défense fait blêmir le juge d'instruction. « Je n'ai voulu tuer que mon père, je le jure, j'avais 12 ans la première fois qu'il m'a forcée et j'ai eu très mal. Il m'avait d'abord embrassée sur la bouche, il y avait longtemps, je ne sais plus quand. Je ne savais pas si c'était normal ou pas. Puis, il m'a fait des attouchements avec le doigt. Il me prenait dans la chambre à coucher quand ma mère s'absentait. Ensuite, nous avons eu des relations dans une cabane du petit jardin ouvrier que nous possédions près de la porte de Charenton. Environ une fois par semaine. Je n'ai rien dit à ma mère parce que mon père m'avait juré qu'il devrait nous tuer toutes les deux et se suicider ensuite. Ma mère ne s'est jamais doutée de rien. » La jeune criminelle parle d'inceste. Et les Français sont sous le choc. Jamais un tel débat n'a été porté sur la place publique. Pendant son procès, on la charge en la décrivant comme une fille perdue, voleuse, mythomane, qui collectionne les amants. Ce qui arrange tout le monde et suffit pour décrédibiliser sa version des faits. Le mobile du parricide révulse ceux qui placent famille et patrie sur un piédestal. Dès le 17 septembre 1933, on lit dans l'hebdomadaire de faits divers Police Magazine: une fille qui veut se défendre n'agit pas comme Violette. Elle ne tue pas avec tant de précautions. Elle est en cas de légitime défense. Elle tue dans un accès de fureur, elle n'assassine pas par derrière, elle n'empoisonne pas. Les chroniqueurs de la presse d'extrême droite, tels l'écrivain fasciste et futur collaborateur Pierre Drieux-La Rochelle, la qualifient de monstre en jupon. Ces défenseurs sont bien plus rares. Parmi eux, les surréalistes hissent Violette au rang d'égérie. Elle symbolise une révolte justifiée. Salvador Dali, Max Ernst, René Magritte et Alberto Giacometti, entre autres, publient en décembre 1933 un ouvrage collectif intitulé Violette Nozière, qu'ils appellent leur ange noir. Le peintre Hans Bellmer et le photographe Man Ray signent la couverture de l'ouvrage. Paul Éluard lui dédie un poème éponyme. Violette rêvait de bains de lait, de belles robes de pain frais, de belles robes de sang pur. Un jour, il n'y aura plus de père. Dans les jardins de la jeunesse, il y aura des inconnus, tous les inconnus. Les hommes pour lesquels on est toujours neuve et la première. Les hommes pour lesquels on échappe à soi-même. Les hommes pour lesquels on est la fille de personne. Violette arrivait de défaire à défait l'affreux nœud de serpent des liens du sang. Mais la protestation des surréalistes n'a qu'un faible retentissement. Germaine, la mère de Violette, ne sait rien de ce soutien apporté à sa fille. Elle est hébétée par les événements et sa première réaction a été de se porter partie civile contre Violette. Mais le second jour du procès, elle se rétracte dans un élan spectaculaire. Son intuition lui souffle que sa fille a dit l'inacceptable vérité. Cette femme brisée ne saura alors que répéter « Pitié, pitié pour mon enfant ». Elle implore les jurés, exclusivement des hommes, en sanglotant derrière ses longs voiles noirs de veuve trahie. Peine perdue. Des experts psychiatres démontrent que l'inceste est un fantasme d'hystérique. Le quotidien Paris Soir reprend la thèse de l'un d'eux, expliquant que Violette aurait été inconsciemment attirée par son père et aujourd'hui elle l'accuserait d'un acte qu'il n'a jamais commis, mais qu'elle souhaitait involontairement dans le plus profond de son être. Dans cette affaire, le profil de l'accusé ne joue pas en sa faveur. Sous ses airs angéliques, la jeune lycéenne cache une vie de rendez-vous galants, d'argent de poche gagné en posant nue pour des photographes amateurs. Elle traîne dans le quartier latin, fréquente les cabarets.
Le 12 octobre 1934, à 19h, après seulement 1 heure de délibération, Violette Nozière est condamnée à la peine de mort. « Vous êtes tous des saligots, vous me dégoûtez », crie-t-elle. Sa peine sera commuée en réclusion à perpétuité par le président Albert Lebrun le 24 décembre 1934. Dans le journal Marianne, l'écrivain Marcel Aimé conclut alors « En condamnant Violette Nozière sans vouloir entendre parler d'inceste, le tribunal s'est montré fidèle à l'une de ses plus chères traditions. Il a voulu affirmer le droit du père à disposer absolument de ses enfants, tout compris, droit de vie et de mort et droit de cuissage aussi. » Le 6 août 1942, Pétain réduit la peine de Violette à 12 ans de travaux forcés, sans même regarder le dossier. Elle est libérable en octobre 1946, mais parce qu'elle s'avère une prisonnière exemplaire, elle obtient sa libération conditionnelle 3 ans plus tard, le 29 août 1945. Le 16 décembre 1946, elle épouse Pierre G, dont le nom restera anonyme dans la presse à l'époque par respect envers sa famille. C'est le fils du greffier de la prison de Rennes qu'elle a rencontré alors qu'elle suivait une formation d'aide comptable dans les bureaux de la maison d'arrêt. Il sait tout de son passé et veut lui offrir un avenir. Elle prend alors le nom de Madame Françoise G et devient restauratrice en province. À l'hôtel de l'Aigle d'Or, cette grande femme au regard magnétique, toujours vêtue de vêtements sombres et élégants, accueille les clients. Personne ne songerait à voir en cette patronne courtoise et chaleureuse la jeune empoisonneuse qui défrayait la chronique 20 ans plus tôt. Son affaire tourne bien et son mariage aussi. Elle aura 5 enfants. Pendant ce temps, Maître Devezine-Larue, l'avocat de Violette depuis le début de l'affaire, entame une procédure de demande de réhabilitation. Sa démarche fait écho aux convictions des surréalistes dont le soutien n'a pas faibli. André Breton, leur chef de file, mène une véritable croisade pour défendre l'égérie de son mouvement. Il fustige le patriarcat et le tribunal d'hommes qui ont trop hâtivement et sévèrement condamné Violette, tout en étouffant l'inceste. Dans sa revue Médium Feuille de mars 1953, il écrit « Réhabilitez-la, cachez-vous. De mémoire d'homme, jamais affaire criminelle n'aura fait surgir à la cantonade plus belle collection de crapules. Que sous ces nouveaux traits, Madame Françoise G sache qu'elle n'a pas cessé de grandement nous émouvoir et qu'elle ne compte parmi nous que des amis. » Les défenseurs de Violette obtiendront gain de cause. Fait sans précédent dans l'histoire de la justice française, la Cour d'appel de Rouen la réhabilite en 1963, au terme de 10 ans de procédure. Son casier judiciaire redevient vierge. Curieux revirement pour une affaire dont le verdict, qui paraissait à l'époque tellement évident, avait été expédié en moins d'1 heure. Son cas est conservé dans les annales, mais celle qu'on donnait pour une gamine vicieuse regagne sa dignité de femme bafouée. Violette s'épanouit dans le secret retrouvé d'une vie discrète. Jusqu'à sa mort, d'un cancer des os le 26 novembre 1966, ses propres enfants ignoreront tout de l'histoire de leur mère. Bon, après les frissons, passons à la réflexion. Véronique Chalmet, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, journaliste pour Ça m'intéresse Histoire et experte des tueurs en série. Vous avez écrit notamment Dans la tête des tueurs. Alors, on va décrypter ensemble le profil de Violette Nozière. Dans quelle catégorie de tueurs vous la classeriez ? Alors Violette Nozière, c'est une parricide. Donc elle a tué une fois. Et elle ne recommencera plus jamais, comme tous les criminels de cette catégorie-là, puisque leur passage à l'acte ne concerne que leurs parents, leur père, leur mère ou les deux. Alors Violette, elle a que 18 ans quand elle commet son crime. Est-ce qu'une telle précocité, c'est courant chez les parricides ? Alors les parricides, 9 fois sur 10, sont des hommes de moins de 40 ans et de plus de 15 ans. En fait, c'est un crime émotionnel qui a été ressassé pendant très très longtemps et qui est basé sur une rancœur qui est accumulée et vécue comme insupportable, et l'issue ne peut être que le crime qui est perçu comme une espèce de délivrance par celui qui le commet. Donc en fait, on est dans des formes de passage à l'acte qui sont c'est comme une cocotte minute qui explose. Oui, tout à fait. Quand j'ai écrit mon livre sur Cadillac, j'avais rencontré un parricide qui a tué sa mère à coups de barreau de chaise. Il avait une 30aine d'années quand il a commis cet acte, et on sentait vraiment
que c'était une explosion de violence longtemps contenue. Et même quand il racontait cet épisode, c'était encore pour lui à la limite du supportable. Parce que le parricide, c'est vraiment un crime presque de vengeance, quoi. Et en l'occurrence, quand on parle des femmes, elles se débarrassent d'un proche qu'elles visualisent comme un tortionnaire. Oui, Donc, c'est le cas d'ailleurs de Violette, puisqu'en fait, elle a été violée par son père, et finalement, on a l'impression que c'est la vengeance contre ses abus subis. Est-ce que ça, c'est un trait commun à beaucoup des femmes parricides ? oui, c'est ça. En fait, c'est une forme de rébellion et effectivement de point final à une situation qui est abusive et dans laquelle elles ont été forcées pendant des années. Donc psychologiquement, elles sont sous une emprise. Elles se sont construites par rapport à ce père qui abuseur en l'occurrence. Et donc la seule solution qu'elles envisagent pour s'en libérer, c'est de le tuer, c'est sa disparition. D'accord, c'est l'issue à l'insupportable. C'est ça. Et même avec cette disparition physique, elles s'aperçoivent souvent que ça ne suffit pas parce que elles l'ont encore dans la tête en quelque sorte. Et pour le cas du parricide dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était vraiment ça. Il avait toujours sa mère dans sa tête. On sentait que c'était toujours très difficile à supporter. Rien que le fait de le raconter, c'était difficile à supporter. Et je pense que Violette Nozière, c'est ça aussi. Elle a continué quand même à vivre avec l'empreinte de ce père, le fantôme et les abus. Voilà, exactement. Mais elle a malgré tout réussi, elle, à se reconstruire par la suite. Et son mode opératoire, le poison, est-ce que c'est souvent un mode opératoire utilisé par les criminels ? Alors, par les femmes de manière générale, oui, mais pour certaines parricides, ça peut être beaucoup plus violent, y compris des femmes donc, puisqu'on a l'exemple de l'américaine Lizzie Borden, qui a été accusée d'avoir tué son père et sa belle-mère à coups de hache. Donc là, on est vraiment aussi dans une pulsion de violence complètement débridée, et finalement, peut-être a-t-elle agi sous le coup d'une impulsion. Je parle vraiment de Lizzie Borden. Donc, avec une espèce de syndrome de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Mmh. Mais qui se nourrit bien évidemment de cette rancœur accumulée pendant des années, voire des dizaines d'années. L'histoire de Violette Nozière, elle pose aussi beaucoup de questions sur la justice de l'époque. Comment est-ce qu'on explique le revirement d'un système qui d'abord la condamne à perpétuité et qui ensuite va la réhabiliter ? Le revirement de la justice s'explique par le fait que dans un premier temps, l'inceste a été complètement mis de côté. Il a été nié, on a refusé complètement d'examiner même des preuves qui avaient été dénoncées. En fait, il est tellement tabou qu'il n'est pas pris en compte par la justice. Voilà, exactement. L'inceste est tellement tabou qu'il est mis de côté dans un premier temps par la justice. On refuse de l'examiner, de le prendre en compte. Ensuite, au fil du temps, Violette Nozière a eu en plus une vie exemplaire puisqu'elle s'est rangée, elle a épousé un garçon qu'elle avait rencontré d'ailleurs à l'occasion de son travail en prison. Et puis, les circonstances du crime ont été réexaminées grâce à son avocat, qui a vraiment tenu sur cette histoire d'inceste et qui a réussi à faire entendre en fait sa voix au bout d'un moment. Il est appuyé aussi par celle des surréalistes qui avaient parlé de cet inceste, notamment qui avaient écrit des poésies là-dessus par exemple. Et donc les mentalités ayant progressivement évolué, on a voulu enfin reconsidérer son cas et la réhabiliter. Et alors du coup, elle sort de prison à 30 ans. Ensuite, elle mène cette vie rangée, de bonne citoyenne. Qu'est-ce que ça dit d'elle, cette réinsertion exemplaire de son profil ? Eh bien, ça dit bien que peut-être elle était plus une victime qu'une meurtrière, finalement. Merci beaucoup, Véronique. Cet épisode a été écrit et scénarisé par Véronique Chalmet et Gaëlle Renouvelle et raconté par Afsané Sabouhi. Lucas Vibo était à la réalisation. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous plein d'étoiles sur les plateformes. Retrouvez aussi les 2 premières saisons de Scènes de crime sur vos plateformes habituelles. À bientôt.
Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucou. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gages en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par Ça m'intéresse Histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.